Les amis de Lyon, bonjour. Alors, on a besoin de vous. Abonnez-vous. Cliquez sur abonner sur la télé de Lyon. On a besoin de votre soutien. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir Anne-Marie Bruno, qui est directrice des archives départementales de Lyon. Nous allons recevoir Céline Cross et Arnaud Foinon, qui ont coécrit un ouvrage sur la Grande Guerre 14-18 qui s'appelle Bâtir le souvenir. C'est un super titre. Voilà. Sans régie, il n'y a pas d'émission. Johan derrière la caméra. Théo, juste là. Puis alors, évidemment, sans invité, il n'y a pas d'émission non plus. Donc, je vais les retrouver avec tout ce qu'il faut. On me suit. C'est parti. Alors bonjour. Bonjour, je suis très content de vous recevoir. Alors je vous ai présenté brièvement tout à l'heure. Vous pouvez vous présenter un petit peu plus? Oui, bonjour. Je suis Anne-Marie Bruno, la directrice des archives départementales de Lyon. Très bien. Céline? Céline Cross, je suis archiviste et un des auteurs de l'ouvrage Bâtir le souvenir. D'accord. Et Arnaud? Et donc bonjour à tous, donc Arnaud Foinon, archiviste également aux archives départementales et je suis le deuxième auteur alors, de cet ouvrage. Vous êtes que deux à avoir coécrit cet ouvrage ou... Je laisse peut-être Madame Bruno plutôt répondre à cette question. Oui. Vous êtes que deux et pourquoi avoir choisi de parler de la guerre 14-18 là, alors que dans les archives, vous avez des archives sur tout, hein, c'est ça? Voilà. Alors, les archives départementales, ça me donne l'occasion de le dire. Les archives départementales, c'est donc un service départemental qui dépend du département de Lyon, du conseil départemental, et qui donc a vocation à recueillir et également à valoriser l'ensemble des archives publiques produites sur le territoire départemental. Archives publiques, c'est-à-dire non seulement les archives de la collectivité départementale, mais aussi les archives de l'État, les archives des notaires, et puis nous accueillons également quelques archives privées qui apportent un autre éclairage à l'historien. Par exemple, les lettres de poilus qui ont été collectées dans le cadre de la grande collecte lors de la commémoration de la Première Guerre mondiale, et qui apporte un complément d'information. Donc, effectivement, il y a deux auteurs, mais il faut savoir que c'est le travail d'une équipe. Hein. Ah, voilà. On est quand même actuellement 17 aux archives départementales, et tout le monde a participé plus ou moins. Alors, c'est de la relecture, c'est de la sélection de photos, c'est du recadrage de photos, c'est le remplacement des deux auteurs pour certaines de leurs missions, pour leur laisser le temps de se consacrer à ce travail. Voilà, c'est tout ça. Et ça va jusqu'à la préface, carrément. Alors la préface, effectivement, qui a été signée par Patrick Gendreau, qui est le président du conseil départemental et qui est donc notre patron, et qui non seulement a signé cette préface, a accepté de signer cette préface, mais aussi l'a enregistrée, et l'enregistrement est disponible sur le site des archives départementales. Alors le site qu'on pourrait peut-être citer. Oui, c'est archive.lyon.fr. Alors archive avec un S. Voilà, exactement. J'ai bien retenu. Voilà, le tout en minuscule. Et donc on y trouve toutes les informations sur les archives départementales. Très bien. Et alors, j'ai pas trouvé d'édition. Oui, alors ce sont les archives départementales, l'éditeur en fait. C'est entièrement financé par le département. Hein. D'accord. Voilà. Et on peut le trouver où, ce livre-là? On en parlera à la fin aussi, mais je alors, suppose à la bibliothèque il aussi. est disponible aux archives départementales, où il est vendu pendant les heures d'ouverture au public. Et puis, il est disponible aussi dans un certain nombre de librairies qui nous en ont commandé des exemplaires. Très bien, formidable. Formidable. Pourquoi avoir choisi ce thème de cette grande guerre qui, parmi toutes les archives que vous avez? Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? En fait, compte, puisque nous avons connu il y a très très peu, en fait, compte, le centenaire de cette Première Guerre mondiale. Donc, justement, nous avons souhaité commémorer cette période-là en créant et en montant une exposition
en 2014 que nous avons intitulé Leur guerre, qui circule toujours dans le département, mais qui a aussi une version dite virtuelle que vous pouvez consulter sur notre site. Donc ça, c'était en 2014, travail d'équipe. Voilà, on a, à partir des documents, comme l'a souligné Madame Brulot, que nous avons eu dans le cadre de la grande collecte, les gens nous ont fait confiance, nous ont donné des documents. Donc c'était une source très précieuse. Les gens vous envoient les gens archives se sont déplacés à ce moment-là et sont venus nous présenter des documents de famille, cartes postales, photos, carnets de guerre. Ouais, d'ailleurs, oui, j'ai regardé, on en reparlera, il y a des choses vraiment oui, très donc, émouvantes. Quoi. Donc du coup, ce qui nous a permis de mettre en œuvre cette exposition. Et puis en 2018, donc, on a souhaité aussi participer, on va dire, et clore les commémorations, les célébrations du centenaire. Donc nous avons réalisé des parcours numériques sur justement bâtir le souvenir. Et puis, en fait, cet ouvrage, c'est un peu tout naturellement, puis c'est une idée surtout de notre directrice, Madame Brulot, ça clôt, voilà, vraiment cette période de mémoire et cette séquence mémorielle. Donc, Très bien, si c'est une de vos idées. Alors en fait, c'est les parcours numériques c'était bien, mais ça s'adresse à un certain public. Et finalement, pas à notre public traditionnel. Finalement, on était peut-être un petit peu trop moderne. Voilà. Et donc, cet ouvrage est vraiment la passerelle entre le numérique et le traditionnel, l'imprimé. Et nous avons commencé par le numérique. Donc, il y a des parcours numériques avec du texte qui est lu à haute voix. Et qui défilent, dans lequel on peut voyager. Hein. Ce sont des parcours, donc on peut voyager dans ces parcours. Et du coup, on voyage aussi dans Lyon, puisqu'on va voir des monuments aux morts dans différents villages. Et en fait, le lien, c'est ça. C'est ici, là, oui. le QR code. Voilà. C'est ça le lien. Voilà. C'est le QR code que l'on peut flasher avec un smartphone. Et donc là, on a accès au parcours numérique. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, mais ça, à la limite, on le mettra peut-être après. Ici. Mais bon, voilà, il y a un flash code dessus. Ok, très bien. Ah, il y en a plusieurs, hein. Il y en a à chaque chapitre, en fait. D'accord. Voilà. Et qui nous ramène directement sur les... Et notamment, ça permet, par exemple, d'aller voir, page 43, vous avez une salle commémorative, la salle commémorative d'Ars d'Ilo, avec 19 portraits de morts de la guerre de 14-18, qui ont été donnés par les familles. Et si vous prenez le parcours numérique, vous pouvez circuler dans cette salle. Vous avez un 360 degrés et vous visitez vraiment la salle. Formidable. Ah oui, intéressant. Très bien. Et d'ailleurs, les photos, comment faire le choix de photos On part, en général, effectivement, on dépouille nos dossiers documentaires qui existent aux archives, nos fonds d'archives. Et puis, on est face à des monuments qui sont soit publics, soit privés, qui nous racontent une histoire. Donc après, on a fait la sélection des documents d'archives, parce qu'on a tenu à ce que les documents que nous conservons soient mis en valeur. Donc le monument était particulièrement beau, par exemple. Ouais. On en a qui sont de vraies œuvres d'art, des monuments totalement inédits. On en a eu certains qui ont été conçus, demandés, achetés par les mairies sur des catalogues, mais d'autres qui sont des œuvres originales. Les monuments aux morts de Max Blondat, par exemple, qui a fait le monument de Crin, le monument d'Auxerre, par exemple. Le monument de Chérois, l'œuvre d'Émile aussi. Voilà, la femme nue, la délivrance à Chérois, qui est l'œuvre d'Émile Guillaume. Donc ces monuments-là, ils avaient une image qu'on pouvait transmettre. Et puis on a également des monuments qui ont des messages forts, qui souhaitent faire passer des messages forts par leurs dédicaces, par des informations qui figurent sur des monuments. Donc ceux-là, obligatoirement, on pouvait difficilement passer à côté d'eux. Et puis certains nous ont parlé, certains sont totalement originaux. Le vitrail, par exemple, de l'église de Lésine, oui. C'est le seul vitrail commémoratif de la Première Guerre mondiale qui soit conservé dans Lyon. Donc autant en France, vous avez certaines régions, comme la région bretonne par exemple,
qui a connu une très importante vague de vitraux commémoratifs de la Première Guerre. Nous, dans Lyon, le seul et unique exemple, c'est à Lésine. Donc, on a tenu à ce qu'il soit mis en valeur, à la fois donc, par les documents et puis également par des clichés photographiques. Donc, c'est un photographe professionnel pour les monuments in situ qui s'est rendu à chaque monument et qui nous a fait des clichés d'une extrême finesse, d'une extrême beauté, Qualité, oui. très belle qualité, qui nous permettent de mettre en valeur nos documents, l'histoire que racontent ces monuments, publics et privés, et donc ce travail de photographie. Donc vous avez commencé par les documents, voilà, et ensuite écrire. Alors si je ne me suis pas trompé, j'ai remarqué que cet ouvrage était divisé en 4 parties. Donc il y a la patrie reconnaissante. Ça, c'est plutôt vous, Oui. Cécile, c'est ça que vous en occupez. Il y a le souvenir des camarades. En 3, il y a commémorer jusqu'au péril de sa vie. Donc ça, c'est vraiment... Et à la fin, vous parlez de Verdun. Voilà, vous avez un petit passage sur Verdun. Alors moi, je ne suis pas du tout de la région, pas encore, hein, je suis arrivé en septembre. J'ai vu qu'il y avait 3 communes qui n'ont pas du tout été touchées par des morts pendant cette guerre. Oui, donc effectivement, dans le département de Lyon, on compte à peu près 12 000 soldats morts pendant le conflit, et certaines communes n'ont pas eu d'enfants morts pour la France. Elles sont au nombre de 3, donc vous avez Fresnes dans le Tonnerrois, Chichy, qui aujourd'hui appartient à la commune d'Autrive, et également Saint-Martin-sur-Ocre, qui aujourd'hui dépend de la commune du Val-d'Ocre. Donc ces 3 communes-là n'ont pas de monument aux morts, sinon toutes les autres communes du département ont au moins un monument public et éventuellement des monuments d'ordre privé qui commémorent le décès des soldats, soit issus, soit nés dans cette ville, soit résidant dans cette ville au moment du conflit. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Lyon a été un petit peu épargné pendant cette guerre? Enfin, épargné, c'est pas vraiment... C'était effectivement un département de l'arrière. Oui. Donc oui, voilà, effectivement, il n'y a pas eu de bataille. Bon, même si effectivement dans le nord du département, le bruit des canons n'était pas très très loin. Mais oui, notre département a été épargné. Après, il a apporté lui aussi sa pierre à l'édifice, puisque bah voilà. C'est un département d'évacuation, par voilà, exemple. Les évacuations sanitaires, elles se faisaient énormément sur le département. Où on avait des trains entiers de malades, de blessés, qui étaient évacués du front sur le Sens, sur Auxerre, sur les principaux établissements. L'hôpital psychiatrique, l'asile départemental, à l'époque, c'était son nom. Il a également accueilli un nombre très important de soldats blessés psychiquement au cours du conflit, et pour certains qui vont rester toute leur vie dans l'établissement. D'accord. Il me semble que le dernier, il n'y a plus de poilu, hein, enfin, par ici, mais le dernier poilu a été... Il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Voilà. Oui. Il n'était pas de Lyon, non. Non, Non, il n'était pas de Lyon. En 2008, c'était Lazare Ponticelli. Et alors, il y a un passage sur les enfants de la nuit. Non, de nuit. De nuit. Pas de la nuit, Non. voilà, de nuit. Les enfants de nuit. Oui, effectivement, ça a été très compliqué pendant la Première Guerre mondiale, tout de suite au sortir de la Première Guerre mondiale, pour certaines communes, que d'arriver à faire la séparation entre le monument religieux et le monument civil. Certaines familles ont, dès le départ, permis, par des souscriptions publiques par exemple, que les communes puissent ériger des monuments. Et puis, on a également le cas, donc à Nuits, où la commune a élevé son monument aux morts, le monument laïque, autour duquel la population se réunit à chaque commémoration, donc 11 novembre pour la guerre de 14-18, et puis mai, 14 juillet, pour toutes les autres commémorations. Et puis, il y avait cette volonté aussi des paroisses qui avaient perdu leurs enfants, de faire ériger des monuments. Et pour Nuits, c'est assez intéressant parce que la commune va, malgré la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, la commune va quand même financer une partie de l'érection de ce monument qui est encore en place aujourd'hui et qui se trouve dans l'église, à la mémoire des enfants de Nuits, de la paroisse de Nuits, morts pour la France. D'accord. Nous avons quelques photos
d'époques que j'aimerais partager, si vous voulez les commenter. Ce sont les fêtes de la reconnaissance qui ont lieu en août 19 à Sens. Donc, ce sont des clichés, des plaques de verre originales qui sont conservées aux archives départementales, qui sont dans un magnifique état de conservation et qui nous offrent un témoignage extrêmement intéressant et documenté de ces fêtes de la reconnaissance. Je crois qu'il y en avait une autre aussi, ouais. Voilà, par exemple, on voit les celle-là. tribunes officielles, tout à fait. Effectivement. Donc, les gens vous apportent carrément les originaux. Oui, pour ces Les clichés, plaques. en fait, oui, pour ces clichés, c'est un don d'un photographe qui nous a été fait il y a de très nombreuses, Oui, il y a de très nombreuses années, en de revanche. très nombreuses années. Et c'est vrai que les commémorations, cette séquence commémorative autour de la Première Guerre mondiale, ça nous a permis aussi de mettre en valeur tout ce que l'on pouvait posséder de manière automatique parce que ce sont des archives publiques ou bien par le biais du don parce que ce sont des archives privées qui concernaient la Première Guerre mondiale et qu'on n'avait pas encore pu mettre complètement en valeur. Par exemple, on avait dans l'exposition Leur guerre, oui. que nous avons faite en 1914, En 2014. En 2014, pardon, nous avons des clichés photographiques Je me disais aussi. d'août, Oui. je ne fais pas mon âge, d'août 1914, du départ, en fait, du 3 août 1914, du départ des poilus en gare d'Auxerre. Donc on voit Oui, on voit le train. le train avec les Il y a, il y a- Ça il y a- va à il y a plein, l'intérieur et autres. d'autres photos qu'on n'a pas pu mettre, hein, bien sûr, parce qu'il fallait les choisir. Il y a des photos aussi qui sur les commémorations, sur les mémoriaux, pardon. Ah, ça c'est le Voilà, moment de- Ça, c'est à de les Valence. commenter. Ça, Alors, c'est on n'a le pas pu moment tous les d'Adam mettre, vous nous en avez envoyé pas mal, mais Là, c'est pareil, donc voilà, et là on est face au monument aux morts d'Avalon, donc personnellement je le trouve assez beau. Œuvre originale Et un de peu Pierre original. Vigoureux. Voilà, Pierre Vigoureux, effectivement. Donc voilà, avec une très belle photo, il faisait très beau ce jour-là, donc ça le met voilà, bien en valeur. et on en avait d'autres. Voilà. Toujours Ah. Pierre Vigoureux. Ah oui, non, ça c'est oui. C'est le lycée. Non, ça c'est le lycée. C'est Jacques Amiot. Ouais, c'est Jacques Amiot. Ça, on fait compte, c'est dans un bureau. Hein. Si vous regardez bien au centre, vous avez une porte et vous remarquez, il y a une rambarde. Donc là, on est dans le secrétariat du lycée Jacques Amiot avec une œuvre peinte directement sur le mur à la mémoire des anciens élèves du lycée morts au front. Alors justement, sur ce lycée-là ou d'autres lycées, je crois que vous en parlez, donc on sent qu'il y a quand même une union des iconés et il y a des souvenirs qui vont jusque dans les lycées. Est-ce qu'il y a beaucoup de lycées qui ont leur plaque commémorative ou qui en parlent? Est-ce qu'on en parle toujours aujourd'hui de la même manière? Nous avons fait un choix, effectivement. Mais Il y a eu un livre d'or, il me semble aussi. Oui, donc voilà, nous, dans l'ouvrage, on met en évidence le livre d'or du lycée de Sens, on met aussi les plaques que l'on retrouve dans la cour d'honneur, sur lesquelles, effectivement, sont notés, si je puis dire, les noms de tous ces élèves morts au moment du conflit. Donc oui, chaque établissement avait à cœur d'honorer ces anciens élèves qui avaient perdu la vie au cours de ce conflit terrible. Et là, on sent que vraiment le titre, qui c'est qui a choisi le titre Bâtir le souvenir, c'est excellent ça. Intéressant, c'est un travail d'équipe. Ouais, En fait, exactement. on a fait une boîte à idées Ouais. et chacun a mis ses idées. Et bâtir le souvenir, je crois que c'est en fait la fusion de deux idées en fait, Oui, qui qui sont sont venues de deux agents des archives. Ça veut dire quoi, bâtir le souvenir pour vous? Vraiment, on est sur l'aspect de laisser une trace. Hein, Ouais. vraiment, bâtir, on est sur du dur. Voilà. Parce que vous On est êtes des sur du scientifiques monument. quand même, hein, on est Oui, d'accord. oui. C'est le point de vue des scientifiques, pas de la philosophie, mais Ah non, Le oui. scientifique, Ah non, plutôt, oui, voilà, oui. tout à fait. Mais oui, c'est ça. Hein, Oui. Je pense que c'est ancrer, Oui, c'est ancrer la mémoire Voilà. de ceux qui ne sont pas revenus dans la pierre, Voilà. Faire des dans fondations le et puis verre. petit à petit rajouter Exactement, de exactement, pierre parce que pour- ça commence très tôt. Hein, ça commence même pendant la Pendant la Première Première Guerre. Guerre mondiale, oui. Où dès 1915, on crée le statut de mort pour la France. Et les communes, même pendant le conflit, vont avoir la volonté de saluer le souvenir de ceux qui ne sont pas revenus. Et le premier monument aux morts érigé et inauguré, c'est le 14 septembre 1919, c'est Villers-Louis, donc pas très loin d'ici. Et, à côté de Teil, je crois. pas très Teil-sur-Vanne, loin, voilà, ça. oui.
Et après, la grande vague de monuments, c'est 1920, 1921, 1922, parce qu'on va avoir les premières lois qui vont encourager, on va avoir des commissions départementales artistiques qui vont être chargées de guider les communes dans le choix un petit peu de l'iconographie, des devises qui seront apposées sur les monuments aux morts. Mais commémorer, on a continué. Ça, j'ai laissé la parole à Arnaud, on a continué à commémorer. Et c'est même un acte politique fort pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ouais, justement, c'était... Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose sur bâtir le souvenir. En fait, c'est pas nous qui bâtissons le souvenir. Hein. Nous expliquons comment les communes de Lyon, comment les habitants de Lyon ont bâti le souvenir de cette grande guerre. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier leurs morts. Souvenirs et ne pas les refaire. C'est ça la démarche. Oui. L'humain n'a peu de mémoire. Donc en 40, vous disiez, en 1940, on continuait à... Alors, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'en juin 40, notre département, comme beaucoup d'autres départements, a été occupé. On se retrouve en zone occupée. Après, voilà, l'État français, Vichy, donc il faut surtout, ne pas utiliser le 11 novembre comme il l'était jusqu'à présent, c'est-à-dire commémorer la victoire de la France sur les Allemands. Donc, du coup, ça va devenir le 1er novembre où on va quand même commémorer, honorer nos... C'est les maquisards qui... Non, le 1er novembre, c'est la version officielle. Mais voilà, de l'État français, de l'occupant, parce que il fallait aussi effectivement faire un peu consensus. En revanche, les maquisards, eux, vont continuer à utiliser la date du 11 novembre pour justement honorer ces anciens poilus morts au combat, mais en même temps, bien sûr, défier au péril de leur vie. Au péril de leur vie, effectivement. Donc ils se réunissaient, ils étaient parfois une centaine. Il y en a qui faisaient le guet, ils fabriquaient des drapeaux. Pas autant quand même. Parfois, de ce que j'ai lu, il y a eu les quelques exemples. Parfois ils étaient plusieurs, mais après c'était des petits... Entre ceux qui fabriquaient les drapeaux sur place, ceux qui faisaient les guetteurs pour pas... donc là, dans l'ouvrage, en fait compte, on a souhaité, pareil, mettre en évidence quelques exemples. Après, ce sont des exemples, ce ne sont pas les seuls. Donc voilà. Donc nous, on avait des choses en termes de documents et puis d'autres sources écrites avec des témoignages. Donc on donne un exemple à Joigny, à Migène, à Guerchy, où effectivement, notamment, c'est le 11 novembre 1943, où ce 11 novembre, les à 11h. Voilà, non, plutôt le soir justement, où certains maquisards sont venus mettre un drapeau français, une croix de Lorraine, ont profité aussi pour distribuer des tracts. Donc voilà, le 11 novembre. Et les tracts aussi, vous avez Alors on a un mis document. On a mis effectivement quelques exemples de tracts que l'on conserve aux archives départementales. Pour certains, distribués au moment du 11 novembre, mais pas que. Donc voilà, la Résistance a utilisé ce 11 novembre pour montrer que c'était une date forte et il fallait la conserver. En parlant des maquisards, donc, vous avez choisi de parler, par exemple, de Paul Gentil. Oui, Paul Gentil. Qui était-il? Alors Paul Gentil, en fait, c'était quelqu'un qui était concierge, on va dire, à Joigny, et en fait de l'hôtel de ville, qui en fait compte, pas forcément dès le début, mais qui s'est retrouvé affilié au groupe Bayard, donc un groupe de résistants originaires de Joigny, et aussi sur Migène, qui avait une antenne, comme on disait à l'époque. Et Paul Gentil, lui aussi, a contribué à commémorer ce 11 novembre. Et alors, bien sûr, il a été arrêté, déporté, etc. Donc, il est mort en 1944. Donc, nous ne l'avons pas rencontré, mais nous avons eu la chance de rencontrer son fils, qui nous a reçus donc chez lui en 2018. Et nous avons recueilli son témoignage. Il nous a parlé de son papa, avec émotion, bien sûr, et de son histoire. Donc, on a retranscrit aussi dans l'ouvrage l'interview de son fils. Donc, très bien. Qui est sur le site. Qui est sur le parcours. Tout à fait. Nous l'avons enregistré et elle est accessible sur le parcours numérique. Voilà. Et vous avez choisi aussi de parler d'autres personnages. Oui, alors du coup, il y a aussi Migène, puisqu'à Migène, il y avait, comme je le soulignais il y a quelques instants, une antenne de ce groupe Bayard. Et bien là, il y avait donc
Migène, à cette époque, surtout, c'est la Roche-Migène, ce sont les cheminots. Donc il y a deux groupes de résistants qui exercent en même temps, sans trop se connaître, mais après qui vont effectivement se retrouver. Et là, pour le 11 novembre 1943, on fait compte, ce sont 4 cheminots du groupe Bayard qui vont profiter de la nuit du 11 novembre et vont aller donc accrocher un drapeau, mettre une croix de Lorraine. Et donc, ce sont Luc Berton, notamment André Lafeuille, Jean Buet, voilà. Et puis, que nous n'avons pas la photo, mais du coup, on peut les montrer, du coup, peut-être aussi. Je t'avais sorti l'eau froide, mais... Oui. Si on a des Oui. photos, oui. Voilà, je ne sais pas si du coup vous allez pouvoir les voir, hein, mais... Voilà, vous nous dites, on a... Regarde la caméra. Non mais sans la Voilà. caméra, on va... Celle-ci. Pouvez-nous nous parler, on va passer les photos, mais en même temps, le groupe Bayard, pouvez-vous qui peut nous en parler un petit peu plus? On fait compte, on fait compte initiative de Paul Herbin. Donc voilà, c'est un groupe qui a, on fait compte, Un groupe de résistants, quoi. Un groupe de résistants qui a voilà. commencé depuis les années 40. C'était une famille, hein, c'était un patriarche. Et puis, du coup, il a emmené dans son sillage un certain nombre de Joviniens et puis du coup aussi de Migénois pour, on fait compte, se battre, on va dire, ou combattre. Et c'était le groupe le plus important peut-être de... C'était de l'un des Lyon, groupes, ou c'était un groupe des- important, il n'y a pas que lui, hein, dans le Sénonais, puisqu'on est proche du Sénonais, il y avait aussi de nombreux groupes maquis. Voilà, c'est une fois de plus, hein, on a fait ce zoom, puisque c'était des sources que nous avions, c'était des portes d'entrée que nous avions pour pouvoir justement illustrer la thématique du 11 novembre. À l'inverse, puisqu'on est aussi avec Guerchy, avec Robert Lefroy, personnage très connu, très important à l'époque, qui était plutôt du côté des FTP, des francs-tireurs et partisans. Donc voilà, c'est pareil, on avait des possibilités, on avait des portraits, on avait des histoires, donc c'était assez facile, entre guillemets, pour nous de commémorer cette période et d'en parler. Alors Avec je Pierre suppose que Bouchot. vous avez eu beaucoup de témoignages. Il a fallu faire un choix, sinon vous aurez fait... Est-ce qu'il y a 15 000 tomes qui doivent suivre ou... Non, faire le- cet le ouvrage choix de est tout- unique. Ouais. Non, Comment mais faire ce c'est choix comme, je veux dire, c'est comme une exposition, c'est comme toute production, même vidéographique ou cinématographique, on fait forcément des choix, Mais des à- sélections. sur quel Alors critère Parce que c'est difficile. Oui, c'est difficile, c'est toujours douloureux. Quelquefois, on a des débats entre nous aussi. oui. Hein. Chacun Douloureux. tient à son document, voilà. Mais je pense qu'on a essayé de faire quelque chose de vraiment emblématique et de choisir les documents les plus sensibles, les plus emblématiques du sujet et pour frapper les gens, quoi, pour vraiment montrer la richesse de nos fonds déjà. C'est aussi l'intérêt. Mais aussi inciter les gens en leur disant, voilà ce qu'on vous montre, mais ça c'est l'arbre Il y a qui des cache la photos. forêt. Hein. C'est l'arbre qui cache la forêt parce que nous avons des fonds qui sont consultables sur place gratuitement. Il suffit de s'inscrire, on arrive avec une pièce d'identité. Voilà. Alors en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est tout petit peu plus compliqué, il faut prendre On n'en rendez-vous. parle pas. On Mais ne parle voilà, pas de tout ça. hein. Mais normalement, on est ouvert largement au public, à tout public. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est très réussi, hein, et voilà, bravo pour le choix. Merci. Merci. Et vous avez mis un document aussi qui est un espèce de diplôme. Un diplôme, diplôme. on peut montrer, Oui, c'est Maurice Genevoix. Ah, qui est un... Oui, il y avait ça. Oui, oui. Et puis, il y avait surtout une lettre du 21 juin 1900 21 février. 21 février. 1916. Voilà, qui est très touchant, hein, d'ailleurs. Oui, c'est Voilà. c'est un extrait du carnet de guerre, en fait, compte de Verdun. Voilà, de Lucien Bernard, qui était brancardier infirmier, qui, donc, comme de nombreux poilus, a tenu un carnet de guerre. Et donc, du coup, effectivement, on met un Là, extrait. Nous voyons ça, Oui, d'ailleurs. voilà. Et si vous regardez sur la page donc, de droite, il note 21 février, donc temps superbe, soleil assez ardent, une violente canonnade commence à 7h15. Et on fait compte, c'est le début de la bataille de Verdun qui va durer donc du coup 300 jours, hein, jusqu'en décembre 1916.
Donc c'est assez poignant, et d'autant plus que voilà, c'est un des documents que nous avons eu en don au moment de la grande collecte, et c'est son petit-fils voilà, que j'ai eu la chance, on va dire, d'accueillir ce jour-là, qui est venu aux archives départementales et qui a accepté d'en faire don. Donc, et comment font les gens? Ils savent que vous faites un ouvrage sur 14-18 et ils viennent? Ou c'est des gens qui viennent spontanément avec l'histoire, ils découvrent un ouvrage dans les greniers et viennent vous les proposer? Alors, il y a eu la grande collecte, hein, ça c'était une opération nationale, hein, qui a été relayée par la presse à tous les niveaux, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et cette grande collecte, elle a commencé, si je me souviens bien, en 2013. En 2013, hein, oui, tout à fait. Et elle s'est poursuivie pendant tout le centenaire, c'est-à-dire de 2013 à 2018, et même encore après, on a encore reçu des documents. Donc c'était une opération nationale qui a été lancée par les archives de France, dans tous les services d'archives départementaux, municipaux, et qui a été une très grosse opération générale. Donc ça a été relayé par la presse écrite, la presse télévisuelle, la presse audio, et c'est ce qui fait que les gens se sont déplacés, sont venus nous voir. Dans Lyon, d'accord. Dans Lyon, comme partout ailleurs. Oui, mais dans Lyon, où il n'y avait pas eu beaucoup qui n'a pas été très touché, comment est-ce que vous comprenez le fait qu'il y ait autant de monuments dans un département qui n'a pas été vraiment touché, quoi? Oui, effectivement, toutes les communes, pratiquement à l'exception de 3, ont un monument, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à la fois par le biais de la conscription, des engagements et autres, énormément d'iconés, entre 20 et 50 000. 50 000 à peu près, oui. Voilà, c'est les chiffres. À peu près. Oui, sont partis au front. Donc toutes les communes ont connu au moins une disparition sur ce nombre. On a nos soldats qui ont, tout à l'heure vous parliez du récit que fait Lucien Bernard de Verdun. Verdun, c'est plus de 163 000 morts. On ne sait pas exactement combien d'iconés sont tombés à Verdun, mais voilà, toutes les communes ont eu à souffrir, tous les maires ont eu à annoncer aux familles le décès d'un proche, d'un père, d'un fils, d'un frère, qui est tombé au combat ou qui est mort des suites, parce qu'il y a ça aussi, hein, on n'y pense pas forcément, mais on a tous ces soldats qui sont morts des suites de leurs blessures dans les semaines, dans les mois ou dans les années qui suivent, hein, tous les soldats qui ont eu à subir les attaques de gaz, par exemple. Hein, et donc, c'est normal, ça a tellement marqué. C'était un conflit mondial, c'était le premier. C'était un conflit aussi d'une violence. Oui, absolument. Tout à fait, avec l'emploi de nouvelles armes. Que ce soit des armes à percussion, hein, les fusils mitrailleurs, les obus, l'artillerie, voilà, les gaz, l'aviation, exactement. Donc ça crée des blessures, par exemple, qui n'avaient jamais été vues avant. Alors, juste une précision quand même sur cet ouvrage ne comporte absolument aucune violence. Vraiment, c'est plus dans l'esthétique, voilà. Ouais. Après, dans les explications, évidemment, on imagine les scènes et cette violence nous... non, là, on est vraiment dans le souvenir et par des actes d'une extrême bienveillance, d'un amour. Oui. On a même des actes d'amour qui vont jusqu'au martèlement. On a un père... c'est sur le monument mort de Lavaux qui a martelé le nom de son fils. Donc le nom de son fils avait été gravé sur le monument aux morts de Lavaux. Et le père, ayant eu une telle souffrance en lisant le nom de son fils, peut-être que c'était pour lui le moment où il a accepté. Et il a martelé le nom de son fils. Il a porté atteinte au monument aux morts. Cet acte, il a été jugé en fait pour cet acte, et le tribunal à Joigny a quand même reconnu comme circonstance atténuante
son statut de père d'un mort pour la France. Et il n'a pas été condamné. Je crois que Il a juste réparé. Le fils avait été disparu, non, il me semble, non? Si Oui, j'ai bien lu, oui, c'est ça, oui, hein. oui, mais vous savez, les Voilà. disparus, Mais bon, voilà. C'était non, mais oui. oui, disparu, donc il Oui, n'avait pas eu la le preuve. corps. Ouais. Oui, il y a Il aussi fallait ça. faire le deuil, Il y a peut-être. aussi Voilà. ça. Le monument aux morts, c'est aussi extrêmement précieux parce que pour beaucoup de familles, on parlait de la violence des combats, on parlait de la violence de l'armement, on ne récupère pas forcément le corps du défunt. En plus, c'est vrai qu'au début, l'armée n'était pas favorable à ce que les familles puissent rapatrier les corps. Le rapatriement des corps, ça va vraiment se dérouler dans une deuxième partie de la commémoration. Mais au début, les corps restaient sur place, hein, comme font les Anglais par exemple, hein, qui ont des nécropoles anglaises en terre française, les Canadiens aussi. Et le monument, qu'il soit civil ou qu'il soit laïque, religieux, il est vu aussi comme un endroit où on peut se recueillir, un endroit que l'on peut fleurir en l'absence d'une tombe devant laquelle se recueillir. Voilà. D'ailleurs, par rapport aux fleurs, vous disiez, les Anglais, en tout cas, avaient une fleur C'est particulière. le coquelicot. Coquelicot. Alors, nous en Pourquoi France, parce qu'en fait, quand ils étaient dans les tranchées, quand ils levaient le nez des tranchées, ils voyaient les coquelicots qui fleurissaient dans le no man's land, au milieu du no man's land. D'accord. Donc nous, en France, le symbole des anciens combattants, c'est le bleuet de France. Et en Angleterre, le symbole des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, c'est le coquelicot. Je pense que vous avez tous De vu faire le les film Joyeux Noël, Oui. non, avec Canet, entre autres, voilà, et Danny Boone. Et Danny Boone. Oui. Ouais, voilà, qui avec une scène émouvante, hein, bien sûr, dont tout le monde se retrouve dans No Man's Land pour faire. C'était assez magnifique. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, dans cet ouvrage a pris combien de temps a été fait en combien de temps? Combien d'années, peut-être? Alors, déjà les parcours numériques, ça a été la base. Hein, ça a été fait en à peu près un an, à peu près, une année. Oui, hein, oui. Ce serait Sans ça. bon hein. travail, sans Oui. que ce Dans soit un le- travail dans le continu, cours de voilà, l'année dans le flot 2018, hein, voilà. Dans le flot de nos occupations. Nos missions, voilà, on a calé aussi ces instants. Voilà. Vous avez ressenti quoi? Alors, je ne sais pas si vous avez. Vous n'êtes pas obligé de le Oh, dire. il y a forcément des moments Oui. Vous avez d'émotion. revécu Oui. Oui. Il y a forcément des moments d'émotion, oui. Moi, Notamment les documents privés, hein, qui Oui. sont très chargés d'émotions. Et puis, enfin, peut-être pas pour mes collègues, parce qu'ils sont plus jeunes que moi, mais moi j'ai quand même un arrière-grand-père Oui. qui est tombé à la guerre de 14-18, moi, c'est avec pareil. une grand-mère qui était pupille de la nation. Donc c'est forcément... je crois que dans toutes les familles, il y a des restes de ça. Moi, c'est vraiment cet ouvrage, moi je le vois comme un clin d'œil que j'ai pu faire à mon arrière-grand-père qui est tombé en octobre 1915 en laissant une petite fille d'1 an qui était ma grand-mère et qui a entretenu le souvenir de ce père qu'elle n'a jamais connu. Et pour moi, c'est une façon de lui rendre hommage. Et ça m'a fait plaisir de collaborer à cet ouvrage. J'en doute pas, j'en doute pas. Et vous? Moi, on fait compte après, moi aussi, on fait compte, oui, voilà, j'ai un arrière-grand-père qui est tombé voilà, en juillet 1918 au front, qui a laissé un enfant derrière lui, donc du coup qu'il n'a jamais connu. Donc mon grand-père, qui du coup est arrivé lui en janvier 1919, et qui du coup après a vécu avec ce père qu'il n'a jamais connu, mais avec un beau-père. Donc dans notre famille, voilà, on a des cousins, mais ce sont des demi-cousins. Mais quand on en parle, voilà, il a eu des demi-frères, mais ce sont mes grands-oncles. Enfin voilà, c'est quelque chose qui aussi marque, oui, forcément, une histoire de famille. Voilà. Voilà, c'était une manière de rendre hommage à toutes ces personnes, hein, tout proches ou moins proches, voilà. Mais du coup proches, grâce à vous, voilà. On arrive à peu près à la fin de l'émission. Si vous avez un message personnel, c'est cette caméra-là, c'est pas moi. Non, mais en fait, nous voudrions remercier. Alors, moi, je remercie évidemment toute l'équipe des archives, et particulièrement mes deux collègues, Arnaud Foinon et Céline Cross, et puis tous ceux qui nous ont aidés, parce qu'il y a aussi des personnes qui nous ont prêté. Alors, c'est évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont dans les remerciements dans l'ouvrage, hein, bien sûr. Tous ceux qui nous ont prêté des cartes postales, des photos, tous ceux qui nous ont donné des documents.
également les services d'archives municipaux de Sens, d'Auxerre, de Joigny, de Migène, qui ont participé, de Lavaux. Et puis tous ceux aussi qui nous ont permis, par exemple Ars Dilo, qui nous a permis d'aller faire ce 360 degrés. Monsieur Lerman, qui nous a aidé aussi à faire qui a fait ce 360 degrés, parce que nous n'avions pas les moyens de le faire. Qu'on n'a pas pu mettre Voilà. pour des raisons techniques. Oui, bien sûr, mais que tout le monde peut aller voir voilà, en flashant les QR codes. Hein, voilà. Et moi, je pense que cet ouvrage, eh bien, si on l'a créé, c'est pour que les gens l'aient dans leur bibliothèque, et quand ils vont se balader dans Lyon, eh ben, ils peuvent, avant de partir, flasher par exemple un chapitre qui les intéresse, où il y a des monuments aux morts des communes qu'ils vont visiter. Et puis, du coup, ils auront devant le monument aux morts les explications. Voilà. C'est un petit peu ça aussi, c'est faire en sorte que les gens qui passent pratiquement presque sans les voir, parce qu'ils font partie du paysage, devant ces monuments aux morts, se rendent compte de ce que c'est, et puissent en comprendre la signification, et puissent connaître l'histoire de ces monuments. Formidable. Voilà. Et pour vous, c'est cette caméra-là. C'est celle-là. Si vous avez un petit message. Un petit message, un petit peu comme Madame Brulot, effectivement, c'est remercier une fois de plus les gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné ces documents, qui nous les ont aussi prêtés. Hein, quand on a fait aussi des appels en disant on a besoin de vous, il nous manque des documents pour illustrer des fois certaines commémorations. Donc là, voilà, les gens ils nous ont fait confiance, puisqu'on se connaît, certains ne connaissaient pas, au contraire, et ont accepté de nous prêter ces documents. Et puis, oui, que cet ouvrage en fait compte, soit pour certains, peut-être une envie d'aller plus loin dans la découverte de leurs propres monuments ou sur d'autres monuments, parce que ces monuments aux morts, ils font partie de notre paysage, on passe devant, des fois un peu même sans rendre compte, puisqu'ils sont là. Donc on espère que voilà, ça va inciter certains qui ont en plus la chance, quand ils habitent un village et que ce village, en fait compte, nous l'avons abordé, et ben du coup voilà, d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de leurs monuments. Voilà. Tout à fait, très bien. Céline? Oui, je vais vraiment paraphraser Madame Brulot et Arnaud. Merci. Voilà, un grand merci à tous ceux, que ce soit mes collègues aux archives départementales, qui de près ou de loin ont collaboré avec nous, nous ont donné la main pour que notre projet collectif aboutisse. Ça, c'est vraiment très précieux. Merci aux municipalités qui ont permis, et à l'archevêché, qui ont permis que nous puissions pénétrer dans les églises pour faire ces clichés commémoratifs, aux communes, qu'on puisse mettre en valeur leurs monuments. Les communes vont là maintenant, à partir de cette année, rentrer dans leur cycle de commémoration, leur cycle de souvenirs. Leurs monuments vont avoir 100 ans, ou ont déjà 100 ans pour beaucoup. Je sais que certaines ont déjà fait l'acquisition de l'ouvrage, et donc qu'elles sachent à travers cet ouvrage que si elles veulent mettre en valeur leurs monuments, il y existe des fonds d'archives pour lesquels on a de la documentation sur les conditions de construction de leurs monuments et autres, et que le service est à leur disposition pour leur fournir toutes les informations qui peuvent les intéresser. Ils viennent consulter et ils pourront faire de magnifiques nouvelles commémorations autour de ce monument aux morts, autour des 11 novembre, des 8 mai et des 14 juillet. Et nous remercions aussi notre hiérarchie, évidemment. Oui, tout à fait. Notre président et notre hiérarchie pour nous avoir fait confiance pour cette commémoration. Je crois qu'il y a une interview de prévue très très bientôt avec Miguel Marquez, mais voilà. En tout cas, j'ai découvert un ouvrage très intéressant. Moi qui ne connais pas du tout ni la 14-18, ni le département. Et est-ce qu'il y a un autre ouvrage en préparation, d'autres choses? Alors, il y a plein d'autres choses en préparation. Mais il ne faut peut-être pas trop déflorer les choses. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté, d'avoir été présent, d'être abonné, hein, ça serait bien, parce qu'on a besoin de votre soutien. Puis je vous donne rendez-vous pour la télé de Lyon à l'émission Top Culture avec Myriam Bourgoin le 8 avril à 18 h. Merci, à bientôt.